jeune, moi à ton âge j'avais pas de voiture, je faisais la guerre, des trucs comme ça. De mon temps, jamais je ne me serais permis ce genre de choses. Non, mais tu sais, c'est à croire qu'elle a passé sa vie dans un couvent. Je suis un peu vieux, mais enfin, si j'étais plus jeune, oui. Je viens tout juste de me mettre au Minitel. Alors, si vous me parlez d'ordinateur et d'internet, on va attendre quelques années, je pense. Avec toutes tes nouvelles technologies, toi t'envoies 3 textos à une copine, l'affaire est réglée. Nous, à ton âge, c'est le téléphone fixe, mon petit père. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de C'était mieux avant. Je suis en très bonne compagnie de Dimitri. Salut Dimitri. Salut Quentin, comment ça va? Bah ça va bien, je suis un peu euphorique. Ouais, moi aussi. Bien heureux. Attends, j'attendais ça depuis tellement longtemps là. Ouais, Je tremble là, on me voit pas là, mais je tremble. Il faut dire que cette émission, on a commencé à vouloir la faire il y a... Pendant 3 ans et demi. Oui, rien que ça, oui. Oui, à peu près, oui, bah oui, évidemment. Donc c'est la toute première, merci de nous écouter. À vous. Les 3 personnes qui nous écoutent. les tout premiers, les pionniers de ce podcast. Écoutez, bah, bienvenue. Bienvenue pour C'était mieux avant. Donc, pour commencer, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on ressort d'une élection présidentielle assez tumultueuse. Ah bon? Ah, on sait jamais, il y en a peut-être qui n'ont pas suivi. Donc, on ressort d'une élection assez tumultueuse. Du coup, donc, on va se poser la question quand même, mais ces élections présidentielles, bon Dieu Dimitri, mais est-ce qu'elles étaient mieux avant? Bah écoute, on va se poser la question en tout cas, et puis on va tâcher d'y répondre avec joie et bonne humeur. Bah bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Bon alors faut savoir quand même que on va s'attacher qu'à la 5ème République, pour ceux qui veulent... Ouais, parce qu'avant c'est chiant. Ouais. Ça change Oui, trop souvent en plus. Oui. Non, puis c'était pas le président qu'on a, enfin c'était pas la même chose. Ah, c'était pas pareil. C'était pas pareil, non, c'était pas pareil avant, faut l'avouer. Dans tous les cas, donc Dimitri va nous introduire un petit peu cette belle histoire politique Avec par plaisir. la toute première élection de cette 5ème République. Je t'écoute Dimitri, parle-nous. Alors, il faut savoir que la première élection de la 5ème République a eu lieu en 58, et donc cette élection en fait c'était la seule de la 5ème République qui n'a pas eu lieu en suffrage universel direct, donc en fait cette élection le président a été élu via un collège électoral, donc ce collège comportait à peu près 80 000, bon à peu près non, je pense qu'il comportait vraiment 80 000, Il devait y en avoir. 80 000 grands électeurs, pas grands par la taille mais peut-être par leur âge par le aussi. titre. Ah peut-être, ouais, je sais pas. Ouais, je pense. Donc en gros c'était des parlementaires, des conseillers généraux, des représentants des conseils municipaux. Et du coup ils se sont réunis pour élire le président quoi. Alors du coup cette élection a vu 3 candidats. Donc le premier on connaît tous Ça fait pas beaucoup. Monsieur Charles de Gaulle, Charles Le général. Le général. Donc du coup en fait le général avait un parti qui s'appelait l'Union pour la Nouvelle République. Donc il faut savoir que ce parti avait été créé spécialement pour lui. Il était un peu soutenu par la droite et le centre de l'Assemblée nationale. Et en face de lui, il y avait donc le Parti communiste français déjà à l'époque. Ah bah évidemment quand même. Et il y avait l'UDF, donc l'Union des forces démocratiques. Alors je pense que l'UDF était plus centriste. L'Union des forces démocratiques. En fait, j'en sais rien, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Du coup, on va dire qu'ils étaient centristes. Et puis. Ça se pourrait, mais c'était pas Mitterrand qui était. Non, 58. Ah non, Mitterrand, c'est l'élection d'après. C'est l'élection d'après. On y reviendra. 58, c'était autre chose. Alors du coup, écrasante victoire de Charles de Gaulle, 78%, c'est quasiment un plébiscite. Ouais, un plébiscite ou un état totalitaire, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, bref, il a vraiment écrasé les autres, quoi. Il y a pas grand chose de plus à dire. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la Constitution a été, la Constitution qu'on a encore aujourd'hui a été écrite à cette époque. Donc 58, ça date quand même. C'était lui qui l'avait écrite en plus. C'était lui qui l'avait écrite avec son ami. Avec son. J'en sais rien du tout. Mais avec Michel Debré, si tu veux le savoir. Si tu le dis, je veux bien te croire. Il me semble. Et du coup, donc l'objectif de cette constitution, c'était un peu de mettre un terme à l'instabilité gouvernementale et du coup pendant la guerre d'Algérie.
Oui. Et surtout pour éviter un risque de coup d'État militaire. Ah bah c'est sûr, hein, ça craint là-bas. Ah bah écoute, À un moment, ils avaient envie d'être indépendance. En même temps, voilà, faut dire un peu, la colonie, c'était quand même pas mal, quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la première élection, parce que, Ouais, en même temps, elle est pas très intéressante, vu que de toute façon ça impliquait que 80 000 vieux bonhommes, donc... Oui, non, et puis, oui. Ouais, et puis c'était la première, il n'y avait pas grand enjeu, quoi. Exactement. Du coup, si tu veux, on peut passer à celle de 65. Ah bah c'est ma préférée. C'est ta préférée? Non. Eh ben écoute, moi j'aime bien, je trouve que... Oh, elle est sympa, on apprend des choses, quoi. Ouais, non, puis tu vois, t'avais Charles de Gaulle qui était en place, le mec il se sentait fort, Ah, oui. papa et tout, et puis finalement, bah voilà, il s'est passé un petit accident de parcours, hein. Ah. Bah, c'est la première élection présidentielle au suffrage universel direct, donc ça veut dire que là, Bien sûr. tous les gens qui le souhaitent peuvent s'inscrire sur les listes électorales et voter. Les femmes aussi ont le droit, hein, d'ailleurs. Oui, bah oui, heureusement. Parce qu'elles ont eu le droit de vote en 44, hein. En 44, ouais, je crois. C'était pas 49. En 44, quasiment au sortir de la guerre, Ok, on va dire. non, mais écoute, tu connais mieux le droit des femmes que moi. Ouais, C'est peut-être ouais. ton petit côté féminin. peut-être. Féministe. Je suis toujours considéré comme. Bah du coup, ouais, dans cette élection, bah, le général de Gaulle, voilà, fidèle aux valeurs de la France, il choisit Marianne pour son affiche de campagne. Hein. Ah, il avait quand même une affiche. Heureusement, tu vas me dire, mais. Ouais, il avait quand même fait une affiche, mais il se met pas dessus, tu vois. Tellement confiant le Ouais. mec, il met Marianne, quoi. On sait qui c'est, quoi, oui. Après, il a peut-être fait ça pour attirer les hommes comme ça. Bien sûr. Marianne, c'est quand même une figure. Ah bah. Voilà quoi, plaisante. Alors du coup, dans cette élection, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que la télévision commence à se répandre un peu en France, et du coup, elle joue une place vraiment importante dans la campagne. Il y a à l'époque déjà 6 millions, un peu plus de 6 millions de récepteurs en France, et certains débats sont organisés avec un temps de parole équitable pour chacun des candidats. Donc, Ah oui, bah, déjà. À cette époque, il y avait que 3 candidats, donc c'était plus facile qu'aujourd'hui. Ouais, ça va, oui, un tiers chacun, et puis on n'en parle plus. Il n'y a que 3 candidats. Il y avait que Ah, ouais. 3 candidats. Exactement. Ah oui. Et vous allez voir qu'il y en a un des deux autres qu'on connaît assez bien. Parce que, Avec l'ami Charles. Avec l'ami Charles, ouais, bien sûr, bah, Charles, j'en ai déjà parlé. Alors du coup, bah, Charles de Gaulle, bah, lui, il est full confiance, hein. Il est Bah, président depuis quelques années, là, 7 ans. Et du coup, avant de sentir un peu le vent tourner, il se dit, bon, je suis tranquille, je participe même pas au débat télé, de toute façon les gens vont voter pour bien moi, sûr. je suis le général. Voilà quoi, il est pépère le gars quoi. Et alors là du coup, bah, il vient un petit gars, un peu jeannot, il se dit, ouais bah j'ai peut-être ma chance tu vois, peut-être que je peux tenter le truc. aussi, Quoi. C'est Et du lui coup qui ce ne petit porte gars, rien. bah, c'est François Mitterrand déjà à l'époque, Déjà. 65. Et ouais. Alors on peut applaudir, hein. Bravo Mitterrand. Il était déjà là. Ouais, je dis ouais, respect bonhomme quoi. Alors du coup en fait Mitterrand c'est le président de la Convention des institutions républicaines, donc c'est hier. Bon grosso modo c'est un peu une partie de la gauche, mais c'est pas le parti le plus important à l'époque. Faut savoir que Ouais. le PCF avait vraiment pas mal d'influence. C'était un peu le deuxième parti de change. France à l'époque. Ouais ça change. Ouais. Mais, Ah et du coup en fait bah, Mitterrand va essayer de rallier un peu la gauche. Et Mhm. en fait il va avoir les socialistes radicaux et les communistes qui vont un peu s'opposer au gaullisme. Ouais. Et du coup, il va un peu Déjà. fédérer tous ces partis. Et du coup, il se revendique un peu comme, comme étant un président jeune pour une France moderne. Déjà. Déjà, ouais. Déjà l'argument de la jeunesse et de la modernité, c'était le C'est fou. limite Hein. Bah, l'argument après, à choc. cette époque-là, il avait un peu plus un peu plus de valeur en disant ça, parce qu'il était encore un peu jeune, quoi. Oui. Et du coup, Quoi, bah, il avait quoi, 50 ans? Ah putain, tu me poses une colle. Non, Ouais, c'est pas excuse-moi. 50 ans à cette époque, il était plus jeune que ça, non? Ouais, non, si, ouais, tu as raison. Bon, il était jeune. Bon, quoi. en tout cas, oui. Il avait un certain âge, ouais. Une certaine idée de la jeunesse, quoi. Et alors, du coup, le troisième candidat, bah alors là, pour le coup, c'est un total oublié de l'histoire. Enfin, en tout cas, pour ma part, je le connaissais pas du tout. C'est Jean Lacunet, pour le MPR, donc le Mouvement Républicain Populaire. Donc, c'est le centre-droite. Donc, Ah oui. après, le centre-droite, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Hein. Faut dire que, bon, à l'époque, bah, les mouvements ont un peu bougé, de toute façon. Hein. Vous allez voir ça un peu dans la suite aussi. Bah, Et du coup, bah, la politique, c'est mouvant. Et ouais, c'est mouvant comme les sables. Oh Oh Mont-Saint-Michel.
Alors du coup les premiers sondages ça donnait Charles vachement en tête, hyper favori, et puis au fur et à mesure avec les débats télévisés etc. il a un peu perdu des intentions de vote au profit des deux autres candidats, et en fait il a senti un peu que ça puait quoi, et du coup il s'est dit putain il faut que je fasse campagne en fait, parce qu'il faisait vraiment pas campagne quoi, il avait tellement de confiance. Oui tranquille, il restait chez lui. Et du coup il y a un peu des affaires qui sortent, déjà à l'époque il y avait par exemple Mitterrand dans la presse ressort un peu son passif un peu trouble pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment avec le régime de Vichy, et son pote René Bousquet. Donc René Bousquet, c'est un haut fonctionnaire et un collaborateur notoire. Du coup, comme on en a fait souvent en France à un moment. il peut un peu être considéré comme l'organisateur de l'Arabe du Veldiv, donc c'est quand même pas rien. Ah oui. Et du coup, en fait, ce bonhomme-là sera rattrapé que dans les années 80 par la justice, donc à l'époque où il avait déjà un pied dans la tombe, quoi. Évidemment, c'est plus facile à arrêter, mais c'est plus compliqué à emprisonner. Voilà, tout à fait. Et un truc qui est assez fou aussi, c'est que pour nous qui sommes à Toulouse, parce que on l'a pas dit, mais C'était mieux avant est un podcast Radio Wilson. Ah bien, c'est vrai, on n'a pas trop expliqué. Radio Wilson, du nom de la fameuse place toulousaine. À la place Wilson, bien sûr, à 2 pas du Capitole. Et là aujourd'hui on enregistre presque sur la place Saint-Pierre, il faut le dire. Bien sûr, on aime les places à Toulouse. On aime les places. Alors du coup, ce bonhomme-là, René Bousquet, le collaborateur Ralph Duvalil, etc., il a dirigé la Dépêche du Midi. Ah, c'est lui. Oui, parce que j'avais lu des trucs sur la Dépêche du Midi, comme quoi ils avaient peut-être des liens avec les collabos, mais je pensais pas que c'était un proche de Mitterrand. Et si, figure-toi qu'ils étaient très potes. Et du coup, il y a un peu ce passé trouble de Mitterrand qui fait un peu tâche dans sa campagne. Ouais, c'est sûr. Et il se trouve quand même que finalement, à la fin, Charles de Gaulle se retrouve gagnant. En tout cas, donc au premier tour, en fait, c'est plutôt serré. Enfin, plutôt serré comparé aux attentes du début de la campagne. Parce que Charles de Gaulle finit avec peu près 44% des voix. Tandis que Mitterrand a lui un tiers des voix, ce qui est quand même assez impressionnant, quoi. Non, et puis je crois que de Gaulle, excuse-moi de te couper, mais il semble que de Gaulle s'attendait pas à ce qu'il. Ah non, complètement, c'était la surprise, lui il pensait être élu avec 60%, enfin tranquille. Au début, Et du coup, déjà à l'époque, les abstentions étaient quand même relativement hautes, sachant que c'était la première élection, ça paraît quand même bizarre, parce qu'on peut se dire que les gens qui ont pris leur carte d'électeur, ils s'attendaient à. Ils avaient voter, quoi. C'est ça, ils avaient envie d'aller voter. Alors qu'en fait, les abstentions étaient déjà autour de 15%. Qui est... Ah ouais, quand même, c'est pas mal, ça nous laisserait rêveur pour les élections qu'on a vues là, mais... Et ouais, c'est sûr. 15% c'est quand même... 15%. Après, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais il y avait beaucoup moins de votants à cette époque aussi. Oui, aussi, oui. Du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'élection de 65. C'est pas mal, c'était... Ouais, c'était la première. C'était quand même la toute première au suffrage universel direct, quand même. Exact. La première avec la télévision, c'est... c'est là où on voit aussi un peu l'émergence des nouveaux médias. On a un peu vu ça avec la dernière élection, avec l'explosion d'Internet et de Twitter, des réseaux sociaux, qui avait peut-être un peu moins l'élection 2012, qui a vraiment pris une part vraiment majeure dans c'était dans le début, l'élection. mais il n'y en avait pas non plus... C'est vrai que c'était pas comme cette année, quoi. Ouais. Mais là, tu vois, déjà en 65, les nouveaux médias, ça change un peu la donne. Les médias de masse, tout ça qui commence à arriver. Mais on a quand même un peu de retard. Enfin, 65, on avait peut-être un peu de retard par rapport aux Américains. C'est possible, Kennedy, en 60, avait fait toute sa campagne là-dessus, avec la télévision, il me semble, la radio. Bon, après, on n'y peut rien quand on a De Gaulle et... Mais justement, si je dis pas de bêtises, en fait, les deux candidats, donc Mitterrand et puis l'autre, j'ai oublié son nom, tu vois, tellement il a été oublié dans l'histoire. je crois, ou la Canuet. Ouais, bon, en fait, ils se sont justement inspirés des Américains et de la campagne de Kennedy pour gagner des parts de suffrage, quoi. Ouais, ça va de soi. Parce qu'ils partaient vraiment pas favoris, quoi. En général, il y avait tellement une image. Bien sûr. Déjà le sauveur, quoi, le libérateur. Ouais. Alors, du coup, l'élection de 69, donc, en fait, elle est marquée par la démission de Charles de Gaulle de la fonction présidentielle, après avoir été désavoué par le référendum d'avril. Exactement, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qui va un peu changer la date des élections, parce que au début, les élections se faisaient plutôt au mois de décembre, et là, avec la démission, elles vont se faire légèrement plus tôt. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que finalement, si on vote en mai, c'est à cause de Charles. C'est à cause de Charlie, quoi. Alors du coup, il est remplacé, comme prévu par la Constitution, par le président du Sénat, donc Alain Poher. Alors Alain Poher, c'est pareil, il avait le power. Il avait le power. Ouais.
il a eu le power. Du coup. Ouais, il y a eu un petit peu quand même. Ouais. Exactement. Et du coup, lui, c'est marrant parce qu'on l'apprend pas à l'école, ce gars. Pourtant, il a été président. Pourtant, de la il était République. président, Et ouais. Mais combien de temps pas 2 mois. 2 mois, ouais, c'est déjà bien. Et ouais. Et du coup, il va assurer le poste en intérim jusqu'à l'élection suivante, quoi. Donc, oui. donc il y a des élections anticipées qui sont organisées en juin. Donc là, on commence à assister un peu à la multiplication du nombre de candidats. Donc c'est la première élection avec des entre guillemets petits candidats. Ouais. Donc Georges Pompidou, qui est l'ancien Premier ministre et qui est gaulliste, se place un peu sur le credo je suis fidèle au général, mais en même temps je suis un peu différent, quoi. Donc, je suis plus jeune. Je suis plus jeune, et puis voilà, j'ai envie de faire quand même autre chose. Et du coup, il s'entoure des gaullistes historiques qui suivent Charlie depuis quelques temps. Et il s'entoure aussi d'un jeune prometteur, Valéry Giscard d'Estaing. Ah bah évidemment, bah. Et je pense que tu as prévu de nous en parler un peu. Oui, normalement je vais parler de notre cher Valéry. Alors du coup, Valéry Giscard d'Estaing, il est un peu libéral, il est moderne, il incarne la jeunesse, et puis c'est aussi le centre-droit, donc en fait, Pompidou espère un peu briguer cette partie de l'électorat, et du coup il s'entoure des bonnes personnes. Et en face de lui, on a Alain Poher, donc, qui visiblement n'a pas envie de déménager ses meubles de l'Élysée. Il était bien. Il doit se sentir bien, l'Élysée. Il commençait à avoir posé ses charentaises et tout. Du coup, il bénéficie un peu de l'absence de droite nationaliste pour concurrencer GP dans les sondages. Donc il est soutenu par la formation de centre-droit, mais aussi... mais au final, il parvient pas vraiment à poser la même crédibilité que l'ancien Premier ministre. Et c'est là en même temps, qu'est-ce qu'on peut lui... Sûr qu'il était pas crédible, on le voyait jamais, ça se trouve... C'est ça, le gars, Tu le connais, le président du Sénat aujourd'hui, regarde, on sait pas qui c'est. C'est sûrement un vieux. Si, je sais plus comment il s'appelle, il est gros. Enfin, il est gentil. Enfin, s'il nous écoute, on s'excuse pour ses propos sûr. déplacés. Exactement. Alors du coup, à gauche, déjà à l'époque, elle est un peu victime de ces divisions, quoi. Les socialistes sont divisés en deux partis. Il y a le SCFIO et le PSU. Qui refusent tous deux de faire une alliance avec le PC. Alors déjà, on sent déjà que... Oui, déjà ça commence, quoi. Les gauches irréconciliables. Exactement, quoi. C'est vraiment terrible, quoi. Et du coup, chacun des partis présente alors son candidat, et au final, c'est pas moins de 5 candidats de gauche qui se présentent à l'élection présidentielle, donc forcément, ça divise un peu le nombre de voix aussi pour la gauche, quoi. Donc, ça les dilue, quoi. Ça les dilue, exactement. Et du coup, au premier tour, on se retrouve avec Georges Pompidou avec 44%, donc en tête largement, quoi. Ensuite, Alain Poher avec ses 23%, quand même respectable, faut dire que... Ouais, c'est pas mal, pour avoir exercé le pouvoir de 2 mois. Exactement. Et ensuite, nous avons notre cher Jacques Duclos du Parti communiste, avec 21% des voix. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le PC avait vraiment une importance qu'il n'a plus aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui, c'était deuxième, troisième force de France, quoi. Et ouais, voilà, quoi. Et après, du coup, on a plusieurs petits partis qui font aux alentours de 5%, un peu moins même pour les autres. Et les abstentions au premier tour sont déjà de 23% pour la deuxième élection. Ouais, quand même. Ça, c'est à peu près ce qu'on va retrouver dans chaque élection suivante. Quasiment à chaque fois, ouais. On a pris le coup, quoi. Enfin, on a pris le train en marche. On a pris le train s'abstenir. En marche. Pas mal. Et du coup, en fait, les sondages, ils avaient raison depuis le début. Pompidou et Poher, sans surprise, au deuxième tour. Et par contre, le PC s'impose vraiment à cette élection comme la principale force de l'opposition, quoi. Donc, et du coup, sans surprise, Pompidou l'emporte au second tour avec presque 60% des voix. Et cette fois-ci, l'abstention atteint des records, puisque Jacques Duclos, donc le candidat du Parti communiste, ne se reconnaissant dans aucun candidat au second tour, encourage à balle l'abstention, parce qu'il refuse jusqu'au bout d'appeler ses électeurs à choisir entre bonnet blanc et blanc bonnet. Et du coup, c'est là que vient la fameuse expression. Donc, si vous ne saviez pas d'où elle vient de notre cher ami Jacques Duclos. Bon à savoir, ça. Exactement. Et donc, du coup, abstention de 31%. C'est énorme. Oui, quand même. C'est quand même monstrueux, quoi. Ah, c'était pas mal. En 69, ils étaient chauds. Et du coup, après l'élection de 69, vient l'élection de 74, et je pense que c'est toi, Quentin, qui va nous en parler. Exactement. Oui. Les élections de 74, c'est une élection particulière, parce que faut savoir qu'en 1974, notre président, Georges Pompidou, a eu la malchance de décéder. Et ouais. Et d'ailleurs,
en cas de vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui remplace le président mort, et qui on retrouve comme président après Pompidou, pendant quelques jours, quelques mois. Serait-ce pas notre ami Alain Pouvoir? Non, mais bien sûr, c'était Alain Poher qui revient une deuxième fois pour sa deuxième fois de sa carrière. C'était d'ailleurs peut-être un des seuls présidents qui arrive 2 fois, faire 2 mandats, presque successifs. Pas trop successifs. Et c'est le seul président à avoir fait 2 mandats non successifs, justement. Oui, pardon, oui, non successifs. Ouais, c'est dingue. Successifs, oui. Et sans être élu en plus. Sur ce, en tout cas, Alain Poher prend les rênes et doit être quand tu dis les rênes, tu parles pas des animaux, hein, tu parles non, je prends les rênes. Ça dépend parce que. Ah non, on était déjà au printemps. Non, c'était pas décembre. Il n'allait pas distribuer les cadeaux aux petits Français. Dans tous les cas, s'ouvre une campagne très furtive parce qu'il faut s'organiser et tout le monde se met en course de gagner l'Elysée. Bon, écoutez quelques candidats de cette année-là. Madame, mademoiselle, monsieur. Mais pourquoi donc suis-je candidat ? Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. Il est toujours difficile de parler de soi. Vous voulez que je sois candidat, eh bien, je le serai. Qui est ce candidat à la présidence de la République que je suis? Voilà, on a entendu Mitterrand qui se faisait applaudir par la salle de la Mutualité à Paris et notre cher ami Valéry Giscard d'Estaing qui se posait la question, mais qui est le candidat qu'il est? C'est une question nette, tu vas me dire. Dans tous les cas, ces élections-là vont marquer un peu l'histoire. On va avoir une opposition évidemment gauche-droite, une abstention très faible, une des plus faibles de l'histoire de la Ve République, et des candidats un peu farfelus. On a entendu Jacques Chaban-Delmas, donc lui qui va être plutôt l'héritier de Pompidou du gaullisme, et Valéry Giscard d'Estaing, donc un jeune libéral qui veut tout casser, déjà, un jeune libéral qui voulait tout casser. Il était jeune, il avait 48 ans. Et ça rappelle un peu un certain candidat d'aujourd'hui. Hein. De cette année, oui. Il y a quelques similitudes, oui, un petit peu. Il est du centre, il aurait aimé peut-être... Je crois pas que Giscard voulait faire un peu de gauche-droite, mais il était du centre. Il se voulait jeune, moderne, et voulait regarder la France dans le blanc des yeux. Ou une histoire comme ça. En tout cas, il voulait regarder la France dans les yeux. Blanc, c'est un peu. Je trouve que c'est un peu nationaliste de FN. À cette époque-là, je crois, il ne s'en cachait pas. Et c'était une autre époque. Je ne sais pas si c'était mieux d'ailleurs. Je sais pas. Dans tous les cas, on a eu plein de candidats particuliers, dont un qui était assez intéressant, Jean Royer, un candidat qui était maire de Tours et qui était surtout anti-film pornographique. Ah bon? Et il a fait toute sa campagne là-dessus, quasiment. Et avait une peur bleue de l'avion aussi, donc il a traversé la France en train. Ce qui l'a empêché de rentrer chez lui à Tours, et il a perdu les élections. Lamentablement, il se faisait insulter pendant les meetings, on se moquait de lui parce qu'il n'avait aucun service de sécurité. Je crois qu'il était... Il me semble qu'il était très triste à la fin. En tout cas, je pense qu'il pouvait être triste. Je peux le comprendre. En tout cas, malgré ce nombre incroyable de candidats, qui d'ailleurs cette fois c'était beaucoup de candidats à droite et pas à gauche. On verra dire qu'ils ont peut-être souffert aussi de leur division. À droite, ils en ont souffert un petit peu, en tout cas pour le premier tour. Pour le premier tour, ils en ont un peu souffert parce que à gauche, sincèrement, mis à part Arlette Laguiller qui pouvait peut-être titiller François Mitterrand, il n'y avait pas grand monde. Il y avait aussi Jean-Marie Le Pen, c'était la première fois qu'il se portait candidat pour une élection présidentielle. Il finira avec un score très faible, c'était peut-être mieux avant d'ailleurs, parce qu'il a fini avec 0,7% des voix. 0,7, vous imaginez un peu. Je crois que c'est le dernier candidat. Il était derrière Jean Royer, ça c'est sûr. Arlette Laguiller finira, elle aura quand même 2,5 à peu près. Arlette Laguiller, elle plafonne à 2,5 de toute façon, 2,5 à peu près. Madame 2,5. Madame 2,5. Quoi qu'il en soit, donc ces élections, évidemment, premier tour, avec un score... enfin avec un score assez surprenant, François Mitterrand arrive en tête avec 43% des voix. Ah ouais? Pour un candidat de la gauche, dis donc, 43% des voix. Sans Arlette Laguiller, par exemple, il aurait pu l'emporter, ça se trouve. Non, je sais pas, mais il était 43% et Valéry Giscard d'Estaing était très très loin derrière lui. Il était à 27-30%, je crois. Ah ouais, d'accord. C'est surprenant du coup. J'ai plus mes notes, mais ouais, c'était un truc comme ça. Donc là, grosse question, mais alors qu'il veut l'emporter, quand même pas un socialiste déjà réalisé. Eh bien, faut savoir aussi qu'on est en pleine guerre froide. C'est intéressant il fallait que je vous le dise, chers auditeurs, chères auditrices. Et là, je crois que tu surprends tout le monde, là. Oh là, oui. Parce que là, on a une exclusivité Radio Wilson.
Eh bien, sachez-le ou non, mais sachez-le, l'ambassadeur de l'URSS est venu voir Valéry Giscard d'Estaing pendant l'entre-deux tours et a bien montré que c'était Giscard son candidat. Et pas François Mitterrand. Ce qui considérait que le socialiste était trop atlantiste et trop proche des Américains pour le soutenir ouvertement. Ah putain, du coup, il y avait déjà des histoires avec la Russie, quoi. Oui, déjà, oui, la Putain, Russie. un truc de ouf, quoi. Et il y avait des débats comme quoi la question se posait, c'est est-ce que l'URSS a pu avoir une influence sur les élections. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Et surtout, au regard des résultats du second tour, les gens se posaient la question, mais est-ce que Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'évidemment on peut pas vous le cacher, c'est Valéry qui l'a emporté. C'est pas vrai. Oh bah si. Il l'a emporté avec le plus faible nombre de voix de l'histoire de la 5ème République, avec 250 000 voix d'écart entre le premier et le second. Il l'a remporté à 50,1%, il me semble. Même pas. Ah ouais, d'accord. 50,0 quelque chose. Ah ouais, c'était très très serré. Tendu, quoi. Ah bah Mitterrand pour un peu qu'il l'avait. Ah bah, ça c'est il était à ça. Un cheveu, vous pouvez pas le voir, mais regardez, prenez 2 doigts comme ça devant vous, serrez le plus fort possible, vous verrez, c'était à ça. Mitterrand était à ça de l'emporter. Enfin bon, dans tous les cas, cette élection de 74 va être fondamentale, en tout cas dans la 5ème République, et historique. Elle est donc, déjà l'élection avec le plus jeune président vainqueur, en tout cas le plus jeune candidat, et surtout c'est la première fois qu'on a un débat entre les deux tours. Eh bien, M. Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon, si blessante pour les autres. Alors je pense que, voilà, notre cher GG... Il a pété tous les scores, là. Et puis il a quand même un peu dominé le débat, quoi. Et bah, de toute façon, oui. D'ailleurs, on retient un peu que lui, quoi, dans l'histoire, quoi. Ah bah, sur cette année-là, oui, c'est vrai que c'était lui, et on sentait qu'il s'y connaissait. Le petit jeune, il s'y connaissait, quoi. Il connaissait ses dossiers en tant qu'ancien ministre de l'économie. D'ailleurs, plus jeune ministre de l'économie. Ça me rappelle quelque chose aussi. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Mais Pompidou nous rappelle aussi quelqu'un d'aujourd'hui. Il a travaillé pour la banque Rothschild. Donc, c'est la 5ème République, hein, ça se reproduit. Dans tous les cas, bref, ce débat en tout cas, Mitterrand n'était pas très à l'aise à l'idée de faire un débat à la télé, il était même pas motivé du tout. C'est un peu la vieille école aussi. Hein. Oui, il parlait à la télé, c'est vrai que c'était trop américain, et puis lui, il savait pas faire. C'était pas, c'était pas de la politique spectacle qu'il voulait faire, c'était un débat d'idées. Quoi qu'il en soit, il a fallu. Je me permets de te couper parce que j'ai écouté quelques extraits de ce débat et j'avais vraiment l'impression qu'à cette époque-là, en tout cas au niveau langage, c'était vachement plus soutenu que ce qu'on a aujourd'hui. Ça c'est sûr, ça faut avouer que le niveau quand même était un peu plus élevé, quoi. Surtout au regard du débat de cette année, 2017, on peut dire que... Ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont partout. Sur les réseaux sociaux. Oh la vache. Ouais, là, quand on voit ça et ce qu'on voit en 74, là, on peut se dire que c'était peut-être mieux avant, finalement. En tout cas, sur certains points. Ça, sur certains points, oui, ça faut l'avouer. Bon, c'est vrai que c'était mieux sur certains points, parce que bon, pour revenir sur Arlette Laguiller, c'était la première femme à être candidate, mais il faut dire qu'elle a dû subir les affronts du sexisme et du machisme, évidemment. D'ailleurs, Jean Royer l'attaquait beaucoup, parce que c'était une femme, et il ne l'appréciait pas beaucoup. Mais bon, dans tous les cas, heureusement, c'est pas Jean Royer qui fut élu. Notre cher Valéry Giscard d'Estaing. Et Mitterrand, je reviens sur Mitterrand aussi d'ailleurs, parce que je me perds un petit peu dans mes fiches. C'est un prof de droit qui m'avait dit ça, que Mitterrand, la première fois pour le débat, il me semble, il s'est fait limer les canines. Parce qu'il avait les canines très voyantes, et très, comment on dit... Très acérées. Ouais, voilà, très acérées. Merci Dimitri. Très acérées. Et donc pour éviter de faire peur, et pour éviter de faire le vampire socialiste, il s'est fait limer les dents, en partie. Eh ben. C'est un conseil qu'on lui a donné, il faut croire que ça a fonctionné. Pas pour 74 en tout cas. Parce que c'est évidemment pas lui qui l'a emporté. Parce que tu penses qu'une partie de ses voix était due à ses dents en fait. Peut-être, mais peut-être que beaucoup auraient pris peur de voir Mitterrand avec des dents vampires. C'est possible. Et en tout cas, si ça avait été à l'heure d'internet, il y aurait eu des théories complotistes. Oh bah évidemment, ça c'est sûr. Hein. Qu'il aurait été l'un des reptiliens et autres, ça se trouve. Bref, on ne sait pas. Qui sait?
En tout cas, ces élections 74 ont été marquées par un très fort taux de participation et un très fort taux de participation des candidats aussi. C'était l'une des élections où on a eu le plus de candidats. Et c'est après ces élections-là qu'on a instauré le principe et l'obligation du parrainage des 500 signatures. D'accord. Pour éviter d'avoir trop de candidatures. Ok. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre ami ou ennemi, Jean-Marie Le Pen, ne sera pas candidat en 81, faute de parrainage suffisant. Eh bien, tu viens de me voler une de mes anecdotes. Ah bah excuse-moi, je suis vraiment désolé. Non, mais c'est très bien. Écoute, c'est très très bien. C'était pour amener... Je te déteste, mais c'est très bien. Non bah merde, je suis vraiment désolé. Non, mais je rigole, arrête. Oh. Bah au moins Pas de ça entre nous. Ah bah bien sûr. De toute manière, nous Jean-Marie Le Pen, on va en manger en futur. Voilà. Ouais. Et les Le Pen, on n'a pas fini avec eux, malheureusement. Ouais, on n'a pas fini. C'était que le début peut-être. Alors du coup, bah, j'imagine que ça nous mène à l'élection de 80. Hein, Bah évidemment, après 74, de toute façon, faut bien... Le mandat est remis en jeu. Alors par contre, je pense qu'un truc qui est aussi à dire, c'est que Giscard, c'est aussi celui qui met la bombe atomique à l'Elysée, quoi. Ah oui, il instaure le petit bouton rouge. Ah bah évidemment, il fallait bien... Bah parce que oui, ça j'avais vu ça dans un truc, c'est vrai, tiens, c'est bien que tu nous en causes. Peut-être que tu as cette anecdote, Tine. Je n'ai pas du tout cette anecdote, je me rappelle avoir lu ça rapidement, mais je pense que tu peux nous en dire certains. Ah bon, parce que Giscard en fait était très choqué de voir que le bouton de la bombe atomique était rangé dans une armoire, dans une des pièces, du genre, pas la salle des fêtes, mais une pièce ultra passante, quoi. Donc il s'est dit que ce serait bien si on pouvait sécuriser la chose, quoi. C'est quand même la bombe atomique, donc il faudrait la sécuriser. C'est sûr que bon, le mec qui passe le plumeau, qui balance c'est un peu ça, oui. Il y a peut-être une clé à ouvrir. Enfin, c'était pas grand chose. Il y a une mallette, elle était rangée à la vue de tout le monde quasiment. Et ben, c'est pour ça qu'il a creusé et qu'on a maintenant la salle. Tu parles pas de Jean, hein. Oh, bien sûr, je la salle. Oh, ce blanc. Ah là là. J'ai hésité. C'est ce qu'on appelle un bide. Non, il fallait que ça se reconnecte là-haut. J'étais concentré, j'étais en train de parler de la salle Jupiter. Tu peux dire que mes blagues sont pourries aussi, il n'y a pas de problème. Non, par contre, vous pouvez le dire derrière votre ordinateur sur Twitter. Putain, il incite les gens à me trash talk, quand même, bravo. Dans tous les cas, ça va être à toi, Dimitri, parce que. Alors, du coup, t'as pas fini, je t'ai coupé avec ma blague pourrie. Bah, je sais pas. Peut-être ça t'intéresse pas, je ne sais pas, mais oui, bon, c'est après qu'il ait remarqué que cette mallette était dans cette pièce, dans cette armoire, il a construit la salle Jupiter sous l'Elysée. Et on a d'ailleurs très très peu d'images. On a eu quelques images qui datent des années 70, quand Valérie l'a inauguré. Et après, aucune. Et je crois que là, du coup, il faut aussi il faut 2 clés cette fois, donc celle du président et celle de du chef des États-majors. Sûrement, j'espère. Moi, je sais plus. Alors du coup, ça nous mène à l'élection de 80. Bien sûr. Donc du coup, à cette époque, le contexte économique est un peu tendu parce que notre ami libéral a fait un peu de la merde. Ah bah. Et du coup, en fait, c'est aussi lié un peu au contexte européen avec la fin des 30 Glorieuses, qui entraîne un peu, forcément, qui dit crise économique, dit crise sociale. Bah oui. Et donc du coup, les décisions qui sont prises économiquement maintiennent la France dans une phase de croissance, mais pour le coup, ça augmente considérablement le nombre de chômeurs, donc et avec ça aussi le pouvoir d'achat qui commence à diminuer. Et pourtant, on était au franc. Comme quoi, chère Marine, tu peux aller te rhabiller. Donc du coup, la droite est divisée et l'ancien Premier ministre de Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, s'oppose au président. Et oui, déjà Jacques Chirac, en 81. Notre ami Chirac. Et là, du coup, les socialistes dépassent pour la première fois... donc du coup, là, le PC, le Parti communiste, finalement, passe derrière les socialistes qui, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, passent en tête au niveau de la gauche, quoi. Ouais. Et du coup, cette élection de 80 est aussi marquée par des affaires, déjà aussi. De toute façon, les affaires... Et j'ai l'impression que finalement, ça fait aussi un peu écho à cette année, quoi, parce que 3 hommes politiques importants... Bon, non, ça fait pas vraiment écho à cette année. Mais 3 hommes politiques importants trouvent la mort brutalement, donc c'est un peu... dans des circonstances un peu spéciales. Donc déjà, on a Jean de Broglie, qui est abattu dans une rue de Paris. Donc déjà un assassinat tout bonnement, quoi, donc tout simplement, oui. Aussi simple que ça. Exactement. Ensuite on a Robert Boulin qui est retrouvé mort dans un étang dans des circonstances assez troubles. En fait on sait pas trop s'il aurait eu, je crois que la cause officielle de la mort est une crise cardiaque, mais le mec est quand même mort dans un étang, retrouvé un peu noyé, c'est un peu spécial, quoi. C'est pas si c'est un suicide ou un assassinat, quoi. Et ensuite on a Joseph Fontanet qui est lui assassiné et son meurtre n'a pas été résolu, donc
c'est quand même assez un contexte assez mystérieux et peu trouble, tendu, quoi, oui. Des affaires qui n'ont jamais été résolues de toute manière. Exactement. Et en plus, à cette époque-là, encore un truc qui fait un peu écho à notre époque, on avait un attentat qui avait eu lieu, donc pour le coup c'était un attentat antisémite, donc ça a fait un peu écho à... Pour en rajouter une chose, pour en rajouter une de plus. Donc ça a été revendiqué par l'extrême droite, donc voilà. Et au moins à cette époque-là ils assumaient un peu plus, quoi. Voilà, c'est honnête, là, oui, ça c'est sûr que... et en fait, du coup, c'était des gros mythos, parce que cet attentat en fait avait pas du tout été fait par les mecs d'extrême droite, mais en fait elle était d'origine moyenne-orientale. Et là des mots maladroits vont être prononcés par le Premier ministre, donc Jacques Chirac. Ah, il s'y connaît lui en mots maladroits. Exactement, et du coup en fait il était relativement haut dans les sondages, et en fait ça va finalement le plomber un peu, quoi. Et après ça, donc on a une affaire financière, donc encore une fois là, ça fait pas mal écho à celle qu'on a aujourd'hui, donc on commence à avoir l'habitude. Ça touche notre bon vieux Valéry, donc il s'agit de l'affaire des diamants de Bokassa. Donc Bokassa du nom de Jean Bedel, qui est l'ancien président de la République centrafricaine, destitué par l'intervention militaire française. Donc du coup le canard enchaîné, déjà à l'époque, faut dire... il avait été destitué quand même. Il avait été destitué. Ce bon vieux Bokassa, il me semble. Je dis pas les détails, donc si tu en sais plus que moi, écoute... il est empereur, il me semble. Bokassa c'était un empereur, mais après... Autoproclamé certainement. Ah oui, évidemment. Tu crois quoi? Il n'a pas été élu plus qu'encore. Et du coup, le canard enchaîné, déjà à l'époque, publie un document prouvant que Bokassa a offert une plaquette de diamants à Valéry Giscard d'Estaing. Oh, qu'est-ce qu'il en a de la chance, ce Valéry. Une plaquette de diamants quand même, ça va haut. Et du coup, VGE répond par le mépris et le silence, ce qui mènera un peu à... ce qui lui vaudra un peu une mauvaise réputation, et ça aura un impact assez négatif sur sa campagne. La suspicion du doute. Et du coup, il y a aussi un autre fait marquant qui a un peu touché l'histoire, c'est la candidature de Coluche, qui au début fait ça un peu... pour rigoler. Voilà, pour critiquer un peu les politiques. Surtout avec toutes les affaires, du coup. Exactement. Et du coup, sa blague le dépasse un peu, et il est soutenu par Gérard Nicou, qui est président des syndicats des commerçants et des artisans. Il est soutenu aussi par Charlie Hebdo et par des intellectuels. Et il arrive finalement à obtenir 16% des intentions de vote selon certains sondages. Ouais. Mais quand même, imagine, c'est énorme. Et là on sent un peu quand même la France un peu sombre, parce qu'il finit par être un peu censuré par les autorités qui commencent à... Donc les autorités représentées par notre cher ami Valéry, bien sûr. Qui commence un peu à sentir le vent tourner, et puis qui commence un peu à être inquiété par certains de ces sketchs qui sont déprogrammés, quoi, de la télévision, tout simplement. Il est plus le bienvenu, quoi. Ouais, plus aucun média ne l'invite, ça devient un peu les médias publics. Ça devient un peu le paria, quoi. On n'en veut plus, quoi, il est trop dangereux. Attends. Exactement, d'ailleurs PPDA avouera quelques années plus tard que il a eu comme consigne de ne pas parler de lui à la télévision, donc carrément vraiment silence radio sur Coluche pour pas en parler, pas faire de pub, quoi. Exactement. Ah oui, et du coup l'Elysée envoie une circulaire au maire pour les dissuader de lui donner leur signature, parce qu'il lui fallait les 500 signatures, quoi, pour être élu, et en plus de ça, donc l'Elysée, quand même, c'est-à-dire que il y a quand même ça, c'est pas mal. Ça monte haut, quoi. Ouais. Puis du coup, il reçoit carrément des menaces de mort. Et d'ailleurs, il a été très touché, parce que en fait, les menaces de mort concernaient lui et son entourage, et son régisseur qui l'accompagnait sur la plupart de ses spectacles. Si je dis pas de bêtises, Pierre, vous m'insulterez sur Twitter et sur Facebook, son régisseur a été est mort dans des circonstances un peu troubles aussi, donc il a été très affecté par ça, et finalement c'est un peu un des arguments qui l'a un peu poussé à abandonner sa campagne. Ça peut se comprendre, c'est dangereux, quoi. Ouais. Et du coup il a apporté son soutien à Mitterrand, pour se rallier à une gauche, même si c'était pas peut-être son opinion. Oui, c'était pas forcément... Ouais. Et en tout cas, cette élection, elle est assez intéressante, parce qu'il y a vraiment beaucoup de points sur lesquels on peut discuter. Par exemple, à gauche, l'opposition entre Rocard et Mitterrand. Donc,
Déjà, ah oui, il y a déjà une opposition entre Rocard et Mitterrand. Bah, Exactement, et Rocard souhaite être le candidat du Parti Socialiste, et bah, du coup, les sondages lui donnent pas mal raison parce qu'il est plus apprécié que Mitterrand. Et, ça, c'était à cause des danses, je suis sûr. Et du coup, il se fait passer un peu pour le candidat de la modernité, en opposition avec le côté un peu archaïque de Mitterrand qui commençait déjà à se faire vieux, quoi. Ah, puis il a été souvent candidat, quoi, et souvent perdant, donc à un moment, il faut laisser passer la main, quoi. Enfin, Exactement, sauf que du coup, il se fait un peu avoir par notre bon vieil ami Mitterrand, parce que il lui coupe un peu l'herbe sous le pied, parce qu'il se... alors que en fait, il se... je vais y arriver. Lorsque François en fait annonce qu'il soumet sa candidature au vote du membre du parti, du coup en fait il se présente un peu comme le candidat des socialistes, quoi, carrément. Ah oui, directement. Et du coup en fait Rocard retire sa candidature au profit de Mitterrand, quoi. Bah évidemment, après solidarité oblige. Heureusement ils étaient pas trop neuneux non plus. Ils n'allaient pas se tirer dans les pattes jusqu'au bout. Et ouais. Alors du coup, on a aussi à gauche la rupture de l'union de la gauche avec Georges Marchais qui se porte candidat sous les gires du Parti communiste, et il s'oppose violemment à Mitterrand dans les débats. C'est vraiment... Là, c'est l'explosion du programme commun et toutes ces choses-là, il me semble, avec Georges Marchais. Je le note. Tu vois. Écoute, j'ai peut-être des anecdotes après, je sais pas. J'ai quelques pages sur l'élection de 81. Ah bah tant mieux, elle est bien celle-là, elle est bien. Elle est intéressante, écoutez-la les enfants. Et du coup, on se retrouve aussi avec des petits candidats, comme l'élection précédente. Et du coup, ils sont souvent soutenus financièrement par les gros partis, mais par exemple, les partis de gauche sont soutenus par les partis de droite qui cherchent à faire monter le score des petits partis pour baisser le score des gros partis. C'est assez dingue, ouais, cette organisation politique, elle est assez folle, je trouve. Il y a des bâtons dans les roues. Exactement, tous les coups étaient permis, quoi. Ah bah oui, là c'est sûr. Bah, ouais. Alors du coup, on se retrouve avec 10 candidats, ce qui est à peu près équivalent à ce qu'on a aujourd'hui. C'est vrai, 10, ça paraît énorme finalement. Du coup, on en a 5 à gauche, donc Mitterrand, Marchais, Crépeau, j'arrive même plus à me relire, Boris Chardot et Taguil. Aguilé, évidemment. Et 4 à droite, Giscard d'Estaing, Chirac, Debré et Garot. Pas Garou, Garot. Et on se retrouve avec le premier écologiste, notre ami Lalonde. Ah bah, il était temps qu'on ait un. Et voilà. Et du coup, 4 sont pressentis pour réaliser des scores importants. Donc le communiste Marchais, le socialiste Mitterrand, le gaulliste néolibéral Chirac, et le libéral centriste président sortant, Giscard d'Estaing. Évidemment. Alors du coup, Georges Marchais mène une campagne violente, et on peut dire carrément que à cette époque-là, il avait le programme qu'a Marine Le Pen aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il mène une campagne sur l'arrêt de l'immigration, au nom de la défense de l'intérêt des ouvriers et des habitants des quartiers populaires. On va dire des patriotes, c'était pour protéger le bas peuple, quoi. Voilà, c'est ça. Il est un peu accusé par le reste de la gauche du coup de mener une politique proche de l'extrême droite, avec notre bon vieil ami Jean-Marie qui lui n'a pas eu les 500 signatures. Tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Quelle anecdote, Dimitri, dis donc. Et du coup, certains intellectuels communistes le lâchent parce qu'ils accusent un peu le parti de racisme, quoi. Ah oui, quand même, il est lâché par les communistes, je pensais. C'est... en même temps, quand t'écoutes des fois les débats qu'il avait à l'époque, c'est vraiment limite, quoi. Pique pas des hannetons. Et du coup, il accuse Mitterrand de fomenter une politique de droite, quoi. Oui, déjà, comme d'hab, en fait, l'opposition entre la gauche et la gauche, et il y en a un qui sera forcément à droite et l'autre qui sera populiste et extrémiste. Exactement. Et en plus de ça, encore un truc qui fait écho aujourd'hui, c'est qu'il accuse la radio et la télévision de partialité et de ne pas suffisamment donner leur parole aux petits candidats, quoi. Déjà, on tapait sur les médias et les journalistes. Exactement, comme quoi, finalement... il y a des choses qui ne changeront jamais. Finalement, en fait, la campagne qu'on a connue, on a déjà tout vu avant. On a déjà tout vu, quoi, finalement. C'était pas une surprise. Alors du coup, notre bon vieil ami François, lui, mis sur une campagne courte, mais assez intense, parce qu'il va faire 28 meetings régionaux, donc... Quand même.
Ils se termineront par la montée sur l'estrade des élus et des responsables du parti, une rose à la main, hein, donc pour le symbole du Parti Socialiste. Ah bah d'ailleurs. Et il diffusera... Ouais, tu disais ? Je crois que c'était ici le dernier meeting de Mitterrand en 80, il me semble que c'est Toulouse. Aucune idée, à vérifier. Nous invitons nos chers auditeurs. Oui, cherchez donc. Salut les 3 personnes qui nous écoutent. Les 3%. Les 3%. Et du coup, voilà, donc ça se finit sur l'estrade et ils diffusent l'International à l'époque, hein, comme quoi. Comme quoi, oui. Ça va de soi en même temps. Et du coup, ces meetings sont un peu qualifiés de show à l'américaine. Et ça rassemble en moyenne 6000 personnes quand même. Hein. C'est des gros meetings. Hein. C'est une campagne à 19 millions de francs, énorme. C'est quand même énorme, mais c'est énorme pour l'époque. Oui. Mais c'est quand même 3,5 fois moins que celle de Valéry Giscard d'Estaing. Donc quand même. Notre cher Valéry, lui, il s'est pas fait chier quoi. Mitterrand, c'était un radin quoi. Alors du coup, notre cher François, un des points forts de sa campagne, c'est l'opposition à la peine de mort. Hein. Ah bah bien sûr. La majorité et l'opinion politique n'y est pas défavorable. Oui, il est défavorable, je ne sais pas, je me perds dans mes notes. Je me demande s'il n'était pas défavorable quand même. Il me semble que les Français n'étaient pas prêts. Eh ben, je pense que tu as raison, que je me suis planté dans mes notes. Oh, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Alors un des points aussi qui a beaucoup été débattu pendant cette campagne, c'est l'emploi, hein, encore comme aujourd'hui. Oui, hein, comme toujours. Et Chirac, notre bon vieux Chirac, le swaggy Chirac, alors âgé de 48 ans, impressionne par sa capacité physique à enchaîner les déplacements lors de sa campagne. Ah bah il était jeune. Et et il est comparé à Ronald Reagan à cause de son programme et sa façon de faire campagne. Je crois même qu'il avait des petits badges qui étaient vraiment calqués sur le modèle de Reagan. Ah oui déjà, Ah bah oui, parce que Reagan était élu en 80, donc ouais. Ça faisait... Et juste après quoi. Juste après, on avait 80. Et un peu comme le même schéma qu'on a eu en 65 avec l'histoire de la télévision, là, les politiques s'inspirent un peu de la campagne présidentielle, un peu comme en France au final où le cabinet de Mélenchon s'est inspiré de la campagne de Bernie Sanders. Hein, tout à fait. Pour toucher les jeunes. À chaque fois, oui. Les Américains ils sont assez en avance sur nous pour les élections. Parfois, pas cette année. Pas pour les résultats. Pas pour les résultats, oui. Alors du coup, la campagne de Chirac, rétrospectivement, suscite un peu un début de polémique vis-à-vis de son financement. Valéry Giscard d'Estaing affirmant avoir découvert que le président du Gabon, Omar Dibango, aurait alimenté sa trésorerie, la trésorerie de Jacques Chirac. Déjà des affaires de problèmes de financement. Des affaires de problèmes de financement, quoi. Ça commence. Et Chirac, par contre, lui, s'aligne sur les principes économiques de Reagan ou de Thatcher dans le néolibéralisme. Ah oui, gros libéral, notre Chirac. Exactement. Il avait pas l'air. Et ouais, comme quoi. Derrière un homme de droite se cache souvent un libéral. Un homme de droite, finalement. Alors notre bon vieux président, encore en titre, lui, doit défendre son bilan un peu mitigé. Hein, il propose un projet qui doit répondre un peu aux accusations concernant... il propose son projet, mais il doit un peu répondre aux accusations concernant l'affaire des diamants. Et il se qualifie de citoyen candidat et revendique sa simplicité et sa proximité malgré sa fonction présidentielle. Bien sûr. D'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas cité avec notre bon vieux Valéry, c'est que il y a une photo, la photo de son officiel du président qu'on retrouve dans les mairies, etc. Et c'est vraiment une photo qui est particulière, même encore aujourd'hui quand on le place par rapport à tous les candidats. C'est que c'est un gros plan sur le fond du drapeau français, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai, oui. Et c'est vraiment un renouveau par rapport aux positions figées de Pompidou et avec leurs médailles militaires, etc. Et là c'est vraiment un peu le renouveau aussi. Le jeune. Alors du coup, là, les élections sont vachement plus mitigées que celles précédentes. Hein. Donc Valéry Giscard d'Estaing arrive en tête avec 28% des voix. Mitterrand, lui, le suit de près avec 25%. Et on retrouve Chirac en troisième avec 18%. Ah, quand même. 18% quand même, il était assez proche. En fait, au final, on se retrouve un peu avec la situation qu'on a aujourd'hui. Oui, finalement, oui. Il y a 4 candidats qui sont très forts, et après, on se retrouve avec le Parti communiste, avec Marchais, qui a quand même 15% des voix. Quoi, donc, oui, quand même, ça fait une force. Ouais. Il y avait 4 forces, quoi, encore une fois. Il y avait 4 forces, ouais. Déjà, il y avait 4 forces à chaque fois. Une France qui n'était pas rassemblée, qui était désunie. Tout à fait. Partagée.
Alors du coup, notre bon vieux Chirac, lui, va faire un truc un peu étonnant à la fin du premier tour. Donc, après avoir été écarté du vote présidentiel, il va pas appeler directement à voter Valéry Giscard d'Estaing, mais il va juste engager son vote personnel, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Oui. Et d'ailleurs, j'étais un peu marqué par la réaction de Fillon au moment du premier tour de cette année, où il a fait exactement la même formule, c'est-à-dire je vais voter en mon âme et conscience Macron, après vous faites ce que vous voulez, quoi. Ouais, voilà, vous êtes des grands enfants, mais bon, oui. Du coup, c'est encore une fois, c'est vraiment des choses finalement, oui, la politique française, c'est assez troublant, quoi. Ouais. On est dans tout un se répète, quoi. L'histoire se répète à chaque fois. C'est ça, quoi. Et du coup, ça nous mène à un débat d'entre-deux tours où notre bon vieux Mitterrand va se venger un peu de la formulation « vous êtes un homme du passé » en disant à notre Giscard national « vous êtes un homme du passif ». Sans l'accuser un peu. Bien sûr. Pour lui dire qu'il n'a rien fait. Donc il va vraiment appuyer là où ça fait mal. Ah bah ça. Et du coup, victoire de notre cher Mitterrand, qui va fêter sa victoire sur la place de la Bastille, qui est remplie par une foule complètement euphorique, qui improvise une fête gigantesque. Et voilà, quoi. Donc, c'est l'alternance en plus. C'est la première fois qu'un président. Premier président de gauche élu, vraiment. Ça, c'était historique, ça. C'est. Ouais. Ouais, pour le coup, ça marque un peu l'histoire de la 5ème République, quoi. Oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Mitterrand était contre la 5ème République et finalement, avec son élection, il accepte littéralement le contenu de la Constitution et finalement participe et joue avec et est très heureux là-dedans. Et finalement, il disait lui-même que c'était un coup d'État permanent, mais il en a usé et abusé de cette Constitution. Bah attends, quand il a vu l'Élysée, il s'est dit putain... Ouais, je suis bien, quoi. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien, ouais, finalement, je vais y rester un petit peu. Et ouais. Et du coup, l'élection de 88, qui pour le coup est beaucoup moins palpitante que l'élection de 81. Bah, c'est sûr, oui. Alors je sais pas, t'as peut-être des trucs à dire sur l'élection de 88 ? Oh 88, après, faut savoir que Mitterrand, il sort de 2 ans de cohabitation. Ouais, exactement. Ça, tu l'avais on est dans un contexte de cohabitation, parce qu'en 86, l'Assemblée nationale passe majoritairement à droite. Ouais. Et ça force un peu Mitterrand à nommer notre... Jacques, qui revient. Il revient sur le devant de la scène. Et du coup, Jacques, Premier ministre pendant 2 ans. Donc on se retrouve un peu avec ce contexte pendant l'élection de 88. Du coup, Mitterrand, dont la popularité était assez basse au sortir de son mandat, arrive tout de même en tête au premier tour. Quand même. Il faut quand même noter la montée en puissance du Front National qui, l'élection précédente n'avait pas réussi à obtenir ses 500 signatures et qui là réalise quand même 14% des voix à cette élection. C'est quand même énorme. C'est une grosse percée. On peut dire que c'est un bond dans la vie politique c'est un bon avant, ouais. Puis il remplace finalement le Parti communiste d'ailleurs. Exactement, en même temps ils ont quasiment le même programme qu'avait le PC l'élection précédente. Et Mitterrand se retrouve donc opposé à son Premier ministre pour le second tour, ce qui va donner, je pense, un moment de télé mémorable dont on va vous diffuser l'extrait audio maintenant. C'est parti. Je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Il était doué là, Mitterrand, il s'était bien entraîné, là, il savait ce que c'était un débat de deuxième tour, entre-deux tours. On sent qu'il s'est bien formé là. Ça. Et puis il est tranquille là, Mitterrand, il est au pouvoir, il est pépère quoi, c'est papy quoi, c'est tonton. Oui, c'est tonton. C'est tonton Mitterrand. Alors du coup, Mitterrand l'emporte en récupérant une partie des voix centristes qui ne souhaitent pas voter pour Chirac. C'est sûr. Chirac, c'était un petit peu le traître, faut le dire. Alors du coup, ce qui en est. Je pense que ça nous amène à l'élection de 95. Première élection où nous étions nés, cher Quentin. Exactement, nous on est nés à la fin de Mitterrand. Et pareil, 95, une fois de plus, Mitterrand finit son mandat avec une cohabitation. Mais cette fois, le Premier ministre, c'était Édouard Balladur, ce bon vieux Édouard.
Alors il faut dire aussi que Mitterrand est très malade à la fin de son mandat. Oui, aussi, oui. Il le cache un peu du mieux qu'il peut, mais il est très affaibli et. Ah bah ça il nous l'a pas dit. Il a tardé à le dire. Je crois qu'il a dit vraiment à la toute fin. Et même son tout dernier discours pour le premier de l'an, il a dit une phrase du genre de là où je serai, je vous écouterai, je vous regarderai toujours. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. C'était un peu émouvant, c'était émouvant, vous voyez ce Mitterrand qui était tout palo, tout malade, et qui dit que peu importe où il sera, il nous verra, et manque de peau. Je crois qu'il a même pas eu le temps de voir les élections de 1995, je suis pas sûr. Non, il est mort en 96. Je sais pas du tout. Il me semble, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il est mort peu après la fin de son mandat. Bah si, il a vu, je suis bête, il a fait la passation de pouvoir. Donc en tout cas, 95, une nouvelle élection, et une élection finalement particulière aussi, puisque il n'y a aucun président candidat, aucun président en exercice. La droite est assez divisée, il y a donc Balladur qui veut être président, qui se portera candidat, et Jacques Chirac évidemment, qui se porte candidat une fois de plus. À gauche. Ah, il a un insistant le bonhomme. Hein. Il insiste. Il s'est dit, Mitterrand a insisté, il s'est dit, moi aussi je vais insister. À un moment, ça va bien finir par passer. Et on sait pas, est-ce que ça passe. En plus, moi j'ai lu quelque part qu'il apparaît un peu comme le candidat le plus proche du peuple et le plus sympathique. Certainement grâce à l'influence des guignols de l'info, qui donne une image d'une certaine bonhomie. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que les guignols, indirectement, mais auraient un petit peu lissé son image et finalement de bon gars, même si c'était super menteur, il était sympathique, quoi. Le petit Chirac, il était pas méchant. Il était pas méchant. Il ne faisait pas peur, en tout cas. Et c'est pour ça qu'il se porte candidat pour 1995. Et il faut savoir que Valéry Giscard d'Estaing a pensé être candidat aussi. Et puis, petit bonhomme, il a vu quelques sondages, il s'est dit que ça servait à rien. Parce que les sondages n'étaient pas trop en sa faveur. Donc ça, c'est pour la droite. Ça commence à... Voilà, ça se place. Il y a Balladur, il y a Chirac. Pour la gauche, c'est encore un peu le flou. Qui va récupérer le flambeau, finalement, de Mitterrand? Et on se pose la question. Et il y a un candidat qui était devant tout le monde dans les sondages. On était sûr qu'il allait gagner. Il devait gagner. C'était Jacques Delors. Et pourtant, sur le plateau de 7 sur 7, face à Anne Sinclair, il répond à cette question. Bien, Jacques Delors, je vous repose ma question du début de l'émission. Est-ce que vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle? Anne Sinclair, par exception, je vais lire. Après avoir longuement réfléchi et consulté, je suis arrivé à la conclusion que l'absence d'une majorité pour soutenir une telle politique, quelles que soient les mesures prises après l'élection, ne me permettait pas de mettre mes solutions en œuvre. Les déceptions de demain seraient pires que les regrets d'aujourd'hui. Voilà, ça n'a pas l'air très clair comme ça, mais en gros il dit non. Bon, il a la trouille, quoi. Oui, il a la trouille, il n'a pas envie d'endosser cette responsabilité. Pourtant, il était, dans les sondages, il était élu à 55-60% déjà au second tour, quoi. C'était lui. Bon, la gauche se retrouve orpheline d'un candidat naturel, mais que fait-elle? Le Parti Socialiste organise donc des primaires fermées, que pour les adhérents du parti. Elle va opposer Lionel Jospin à Henri Emmanuelli. Et c'est d'ailleurs donc c'est le candidat pour les primaires. Faire sortir en tout cas, le résultat c'est Jospin qui l'emporte, parce que une fois de plus, un candidat était empêtré dans les affaires. Henri Emmanuelli était un petit peu embêté parce qu'il était le trésorier du Parti Socialiste et donc était responsable du financement du parti. Mais on a appris qu'à partir de 1992, toutes les entreprises qui voulaient obtenir des marchés publics devaient verser des pots de vin à des bureaux d'études qui ensuite rendaient l'argent issu des pots de vin au Parti Socialiste pour financer le parti et financer les campagnes électorales. Oh les salauds. Donc ça c'était l'affaire Urba qui éclate en 92 et Emmanuelli sera condamné en 97 d'ailleurs. Donc c'est un jeune loup de la politique qui est désigné candidat pour les socialistes, Lionel Jospin, qui marquera l'histoire de la politique française d'ailleurs. Bon, l'élection de 95 n'est pas non plus extraordinaire. Finalement, Balladur descend dans les sondages. Sa posture de Premier ministre plan-plan
ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'au second tour, on voit affronter Chirac et Jospin. Alors ouais, moi j'ai un truc à dire sur ça, c'est que c'est la première fois dans la 5ème République, et d'ailleurs j'ai entendu ça pour l'élection de cette année, ce qui était complètement faux. C'est que la première fois, c'était celle en 95, c'est que la première fois que les deux candidats qualifiés au second tour ne recueillent pas la majorité des voix, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous des 50% à eux. Ah ouais. Ah ça je savais pas, tiens j'avais pas regardé, j'ai pas fait gaffe à ça. Et ouais, et du coup ça c'est un truc qu'on a entendu cette année avec avec les deux, Le Pen. Alors qu'en fait Macron. c'était déjà le cas en 95 quoi, les gens ont tendance à oublier rapidement ce qui s'est passé. Parce qu'elle nous a pas trop marqué finalement cette élection. Ouais, c'est vrai qu'elle était pas extraordinaire. Elle était pas extraordinaire, ouais c'était assez cordial, bon il y avait une opposition sans non plus... Voilà, c'était pas une opposition violente, je crois que Jospin a peut-être dit une ânerie du genre vaut mieux un quinquennat avec Jospin qu'un septennat avec Chirac. Mais sinon, mis à part ça... Le con. Voilà, mais sinon, mis à part ça, cette élection va pas marquer les esprits. Voilà, Chirac l'emporte à 50-53%, je crois, des voix. Bon, il est heureux, hein, il fait de ça à la mairie de Paris parce que Chirac était maire de Paris. Voilà, passation de pouvoir, Chirac arrive à l'Élysée, tout se passe plus ou moins bien jusqu'en 97 quand Chirac décide de dissoudre l'Assemblée, et c'est là qu'on retrouve notre cher Jospin, qui, voilà, troisième cohabitation, Jospin sera Premier ministre sous Chirac, et ce qui va nous mener à l'élection qui a blessé certains, beaucoup même, l'élection de 2002. Alors moi je reviens juste sur un dernier point, c'est que le compte de campagne de Balladur pendant cette campagne fait polémique, mais 15 ans plus tard. T'as raison. Ainsi que ceux de Chirac au vu de la provenance des capitaux. Ah ouais, déjà, à chaque fois de toute façon. À droite ils ont des problèmes de financement de campagne. Bon, tu vas me dire, Emmanuel aussi il y avait des problèmes, mais oui, Balladur c'était des problèmes avec Karachi, on a vendu des armes, il y a eu des rétrocommissions, et puis il y a eu un attentat à Karachi avec les mêmes armes qu'on avait vendues, une histoire comme ça je crois. Enfin voilà. Des histoires sordides qui finalement font passer Sarkozy pour un enfant de cœur avec son financement. Comme quoi, finalement. C'est fort quand même. Hein. Ils étaient doués, ils savaient y faire. Ils savaient y faire à cette époque. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est... voilà, il y aura une opposition, donc Jospin-Chirac, qu'on pensera retrouver en 2002. Mais bon, c'était pas forcément le cas. Alors là, il faut voir que Quentin est en train de verser une petite larme. 2002, ça nous a tous marqué. Je me souvenais de ma mère qui hurlait devant son écran quand elle a vu les résultats. Je comprenais pas. Pour moi, Chirac, il était pas méchant. J'avais rien contre lui, quoi. 2002, ça a marqué tout le monde. Hein. Faut dire 2002, abstention très forte au premier tour. Et puis il y avait aussi un nombre record de candidats et surtout beaucoup de candidats à gauche. Ce qui fait que grosse dilution des voix. Dilution et des espoirs aussi. Faut voir que Quentin là, vient de prendre un mouchoir et qu'il est en train de pleurer dedans. Ah oui. Ça me touche beaucoup. Je suis très ému de ces élections. Oui, donc différents candidats pour 2002. À gauche, on est très sûr de soi. Jospin est quasi sûr d'être au second tour. Il est sûr de l'emporter. De toute façon, c'est quasiment le candidat. C'est le candidat qui devait l'emporter, qui doit l'emporter. Les sondages annonçaient Jospin vainqueur premier, deuxième tour. Il n'y avait aucun souci à se faire. On n'avait pas vu un candidat surprise qui sortait d'on ne sait où. Et qui pourtant, on lui a posé la question à ce candidat surprise et il a répondu quelque chose d'intéressant. Comment voyez-vous les choses ? Avec un certain optimisme. Ça se jouera entre 17 et 18 points. Et peut-être dans un mouchoir de poche, peut-être à la décimale près. Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, c'est impossible. Impossible, disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein ? Bon, donc on peut passer à la question suivante. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Et voilà, le candidat surprise qui était très sûr de lui au début de ce montage, c'était évidemment Jean-Marie Le Pen qui, la surprise générale, est arrivé au second tour face à Chirac et qui a laissé Jospin sur le côté à, je sais plus combien, 400 000 voix d'écart, je crois, une fois de plus.
En tout cas, il s'est pas trompé beaucoup, le Vioc. Et n'empêche, il lui manque un œil, mais il a l'œil, quoi. il a eu l'œil, quand même. Donc, bon, voilà, 2002, c'est l'échec. Bon, Jospin, qui était pourtant sûr de lui, se désiste, il est obligé. Enfin, il arrête la politique et il se met en retrait de la politique. Comme on l'a entendu, des cris d'horreur, la salle de la mutualité, une fois de plus. Cette salle a beaucoup marqué l'histoire politique. Donc, voilà. Chirac est réélu à la grande surprise et surtout au grand désarroi d'une grande partie des électeurs qui ne voyaient pas Chirac au second tour déjà, enfin qui le voyaient peut-être mais en tout cas pas à l'Élysée une fois de plus, qui nous donne un quinquennat assez mitigé. Il ne fera pas grand chose, il ne sera pas très très actif, il y aura le CPE mais mis à part ça, ce qui nous amène à de nouvelles élections, à une élection d'un genre nouveau avec des candidats d'un genre nouveau, déjà les seuls les candidats nés après la guerre, qui n'ont jamais connu la guerre. On parle évidemment des élections de 2007, avec le seul, l'unique, le magnifique Nicolas Sarkozy, évidemment. Magnifique, tu vas fort quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Quand même pas hyper beau le bonhomme. Hein. Oui, un peu trop, et puis surtout, quand même, bon, il nous a marqué, mais pas forcément dans le bon sens. Voilà, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, oui. Sarkozy commence d'ailleurs très très tôt sa campagne, à peine... Ah mais il a commencé en 2002 d'ailleurs. Hein. Ah de toute façon, oui, il a commencé... Sarkozy, il a commencé très très tôt. Et de toute façon, peut-être dès 2002, ça se pourrait. Peut-être qu'il s'y était préparé. Et il s'y était préparé, en tout cas, il commence très fort avec évidemment son fameux Karcher, quand il visite des quartiers sensibles en région parisienne, où il a le pack des gens, et il dit « Ouais, je vais vous nettoyer tout ça au Karcher ». C'est vrai que la Sarkozy était quand même ministre de l'Intérieur. Je sais pas si c'est un peu too much pour un ministre de sortir une chose pareille. Mais par contre, il faut dire que le chiffre d'affaires de Karcher a énormément augmenté en France depuis cette histoire. Le Monde a sorti un article il y a quelques années qui parlait du chiffre d'affaires de Karcher, qui a pris 18%, je crois. Ils ont gagné un fric fou grâce au Karcher de Sarkozy. Les gens l'ont acheté, c'est assez surprenant, hein, mais c'est comme ça. Les Français nous surprennent. La France est surprenante. La France est belle. Ah, la France est belle, la France est grande. Oh là là. 2007, une élection d'un genre nouveau, avec une fois de plus la télévision qui prendra une part très importante, sachant qu'en plus il y a la TNT, donc les chaînes numériques qui prendront une part importante avec BFM TV, toute nouvelle chaîne, et LCP, qui ne nous intéresse pas, mais qui pourrait être intéressante pour certains. On verra plus tard pourquoi. Donc BFM qui commence à suivre tous les candidats au jour le jour, avec des directs tout le temps. Les chaînes d'infos arrivent en France et surtout elles chamboulent tout. BFM chamboule tout dans l'organisation politique de la France, parce que les candidats sont maintenant propres sur eux tout le temps, parce qu'ils sont en direct tout le temps et ils sont vus par des millions de gens tous les jours. Donc ça, voilà, ça c'est, on va dire, le côté télévisuel de la chose. 2007, Sarkozy, on sent qu'il va être candidat. C'est aussi un peu le début de la politique people. Ah oui, oui, bien sûr. Avec la sortie dans les magazines des photos des couples, de candidats. Oui, Sarkozy a beaucoup usé de ça. 2007-2017, d'ailleurs, les deux candidats vainqueurs ont beaucoup usé de cette presse people, il faut l'avouer. Sans prise de parti, il faut l'avouer, ils sont beaucoup usés et abusés de ces journaux, Paris Match, Voici Gala et autres quotidiens. Et autres quotidiens hautement intellectuels. Hein, bien sûr. Paris Match, à un moment, il me semble que c'était bien. Connu pour le poids des mots, le choc des photos, mais finalement, aujourd'hui, c'est le choc des photos. Et voilà. Donc voilà, 2007, Sarkozy d'un côté, et à gauche, une fois de plus, rebelote, on organise des primaires fermées, encore une fois. Mais cette fois, avec 3 débats à la télévision, en direct et en prime time sur LCP, la chaîne parlementaire Public Sénat. Donc bon, après, on pense ce qu'on veut, hein, mais... c'était un bon début, c'était déjà bien. On va dire que pour une fois, cette chaîne a servi à quelque chose. Et d'ailleurs, si le rédacteur en chef de LCP nous écoute, on le salue. Hein. Oui, bien sûr. Puis s'il a quelques places, il filera notre CV à la fin, évidemment. Non, parce que LCP a pris du galon, heureusement. Donc, bref, sur LCP, 3 débats pour les primaires de la gauche, 3 candidats, 3 débats à 3 candidats. Je vais commencer par le dernier. Laurent Fabius était candidat. J'ai écouté un petit peu, c'était intéressant. Il avait des valeurs
écologiste. Enfin, c'était un gros écolo déjà, il parlait beaucoup de transition écologique et qu'il fallait une mondialisation de l'écologie. Un économiste, ancien économiste, Dominique Strauss-Kahn, qui était candidat aussi. Et évidemment, la plus belle, Ségolène Royal, qui remporta évidemment les primaires fermées. La reine des abeilles. Ah bah, Ségolène Royal, une candidate à la hauteur de son nom. Ségolène Royal qui l'emporte à près de 60% des suffrages. Bon, c'était pas énorme, hein. Enfin, c'était 60%, ils étaient que 3 candidats et c'était qu'au sein du PS, donc il y avait 150 000 votants avec ça. DSK, pour juste là-dessus, sur ces primaires-là, DSK va avoir un discours assez intéressant qui rappelle, entre autres, le candidat qui a gagné à ces élections-là. DSK s'affirmait comme étant, bon, social-démocrate, ça, bon, Macron l'a pas beaucoup dit. Mais surtout, il avait, comment dire, merde, je l'ai noté quelque part, puis je l'ai plus là. Bref, DSK, pour lui, c'était le libéralisme, certes, mais intelligent. En gros, un social-libéral, comme Macron aujourd'hui, et DSK a eu quelques idées qui étaient assez... qui auraient pu plaire aujourd'hui, voire peut-être en 2012, elles auraient peut-être pu plaire aussi, mais ça... Ah bah il était un peu favori aussi. Ah bah ça 2012 il était... Ah bah évidemment ça il était favori 2012. Étrangement 2007 il était pas favori. Mais Sarkozy avait dû le sentir parce que juste après son élection Sarkozy l'a envoyé au FMI en se disant plus DSK est loin et mieux je me porte et moins j'aime faire pour une possible réélection. Évidemment donc vous l'aurez compris Sarkozy l'emporte à 53% face à Ségolène Royal. La campagne est très violente. Sarkozy est quand même assez violent et aime les coups bas. Ségolène Royal va plutôt intégrer d'ailleurs à chaque fin de ses meetings la Marseillaise et va prôner des valeurs très patriotiques, ce qui est complètement nouveau pour le Parti Socialiste et pour la gauche en général. Parce qu'à partir de 2007, peut-être même avant, mais surtout 2007, c'était vraiment la fin de l'international, à la fin des meetings, et on chante la Marseillaise main sur le cœur avec un grand drapeau bleu, blanc, rouge. Elle récupère quelques valeurs de la droite, on va dire, quelques valeurs conservatrices, en tout cas patriotiques, et elle les reprend à elle. Mais ça n'empêche pas de perdre, justement, contre Nicolas Sarkozy. Hélas, faut se dire que, bon, pour se remonter le moral, 2007, Jean-Marie Le Pen fait un score assez pitoyable, hein, il doit être à peine à 10%. Et surtout, 2007, quand même, Ségolène Royal, c'est la première fois qu'une femme arrive au second tour à une élection en France. Et bon, ça a au moins le mérite de... Ça a au moins le mérite d'exister, quoi. Voilà, ça a le mérite d'exister. Après, 2017, c'est pareil, vous allez me dire, il y a eu une deuxième femme aussi. Ouais, mais celle-là, on s'en serait bien passé, hein, pour le coup. Oui, à la rigueur, oui. J'aurais préféré Nathalie Arthaud, à la rigueur, ça aurait pu être différent. Ça aurait donné un bon débat, au moins. Ça aurait été particulier. Ils sont dans les campagnes. Ça, on n'en revient toujours pas. Je pense qu'on en reparlera dans quelques années encore. Je pense, oui, ça 2017 va nous marquer de toute manière. Enfin, voilà, donc bon, bref, 2007, voilà, une campagne longue, violente, et finalement, parfois assez machiste aussi, parce que beaucoup ont estimé que Ségolène Royal n'était pas prête à endosser le rôle de présidente, surtout n'était pas prête à être chef des armées. Beaucoup estimaient qu'une femme ne pouvait pas être chef des armées, ce qui lui a fait perdre une partie d'un électorat potentiel, en tout cas, même si bon, Sarkozy était quand même complètement pareil, hein, c'était presque un homme neuf, ultra-libéral, relativement jeune, mais pas non plus très très jeune, mais surtout très dynamique et qui donne l'impression de... Après, je pense que cette violence dans la campagne aussi a un peu passionné les Français, quoi, parce que... Ah bah oui, c'est sûr. Parce que je pense que c'est une des élections avec le taux d'abstention le plus faible, en tout cas de ces dernières décennies. Oui, t'as raison, tout à fait. Oh, mais Dimitri, heureusement que t'es là, parce que je perds beaucoup. J'ai fait des fiches, en veux-tu, en voilà, mais je... Ah bah c'est difficile de s'y retrouver dans 300 pages pas de fiches. Hein. Finalement, je saute beaucoup de paragraphes. Mais oui, c'est vrai que c'est une des... C'est la deuxième, de toute façon. Après 74, c'est l'élection qui a eu le plus d'engouement, en tout cas le plus de participation. Donc voilà, Sarkozy reste 5 ans au pouvoir et 2012 arrive. T'as quelque chose à dire? Alors, bonjour. Je souhaite être le président de la France. Je fais très mal au long de en tout cas, tu le fais bien tristouiller. Il m'avait l'air bien triste, ce petit François. Ah bah, c'est Hollande après 2017, en fait. Hein. Oui, oui, un peu triste. Oui, un peu triste, oui. Bon, bah oui. 2012, oui, voilà. Les Français en avaient un peu marre de Sarkozy. Il faut dire quand même que
Au sortir de son quinquennat, Nicolas Sarkozy et la majorité de la droite est plombée par les affaires. On pourrait vous en citer, mais il y en a tellement que, bon, Bettencourt, l'affaire Woerth, l'affaire Big Malion et autres. Oui, beaucoup d'affaires. Pas mal de casseroles pour... Oui, même beaucoup de casseroles. L'affaire du financement occulte de la campagne de 2007, qui d'ailleurs précède celle de 2012. Bon, Sarkozy ne sait pas encore qui va affronter, enfin il le sait plus ou moins, un candidat est favori. Mais qui est-ce, bon Dieu, qui est-ce? Un bel homme aux cheveux argentés. Oh là. La France était prête à arracher son décolleté pour lui. Et il était prêt à tout pour que la France fasse ça. Ah, ça, tu m'étonnes. Ah bah oui. Punaise. C'était un homme. Il était directeur général du FMI. Il a voulu sauver la Grèce et bon, il est devenu ce qu'il est devenu. Il a été éloigné de la France pour se rassurer. En tout cas, Sarkozy l'a éloigné pour se rassurer. Mais finalement, DSK revient en force et tous les sondages s'accordent à dire DSK président. Oh, ça y est, la gauche a enfin encore trouvé son candidat naturel. Après Delors, Jospin 2 fois quand même, et Royal, c'était pas vraiment son candidat naturel, mais quand même, Dominique Strauss-Kahn arrive dans le panthéon des candidats naturels qui vont faire un bide à chaque élection, finalement. Parce que ce petit DSK, et même Sarkozy le dira, il a dit à des journalistes, le jour où il se déclare, il dit ça les yeux dans les yeux à des journalistes, en tapotant un tiroir de son bureau, genre, j'ai des affaires sur lui. Ça voulait dire que déjà, DSK était connu pour ses frasques libertines. Ah ouais, donc tu veux dire que Sarkozy avait un petit dossier genre prêt à être envoyé. En fait, ouais, depuis la campagne de 2002. Il écoute tout le monde. Sarkozy, la mission écoute tout le monde. Et... Ouais, puis il a vraiment Strauss-Kahn dans le compteur, quoi. Comme quoi il a quand même une bonne vision politique, quoi. Il a une bonne vision et puis il a une bonne vision et surtout il se protège, quoi. Il sait se protéger parce que il avait des dossiers et tellement de dossiers qu'un haut fonctionnaire de l'État va déclarer devant des journalistes que Sarkozy et que la droite, en tout cas, que eux avaient des photos de Strauss-Kahn au bois de Boulogne pendant un contrôle de police avec des travestis. En tout cas, Strauss-Kahn était en présence de travestis en novembre 2006. C'est pour dire d'ailleurs que Sarkozy avait déjà des trucs avant même qu'il soit président, quand il était à l'intérieur. Bref, bon, DSK, donc vous l'aurez compris, était un petit peu volage, il se fera un petit peu toper quand même. Je pense que tu peux carrément dire que c'était un gros obsédé. Oui, c'était plus qu'un obsédé quand même. Qui est carrément, je pense des fois, qui dépassait les limites légales. Oui, plus que les limites, parce que oui, quand même, l'affaire du Sofitel, c'est l'histoire d'agression sexuelle. Ah, il y a fait agression sexuelle, sachant qu'en plus DSK, après cette affaire du Sofitel, il y a l'affaire du Carlton à Lille, où là c'était vraiment des... presque un trafic c'était des mineurs, hein, c'est ça? Ouais, il y avait des mineurs, des prostituées qui venaient d'un peu partout et elles étaient offertes pour DSK et c'était d'ailleurs l'entreprise Eiffage qui louait ces chambres-là en pensant que si DSK est président, Eiffage avait un boulevard devant lui pour choper tous les marchés en France et de Navarre et ailleurs. Donc vous l'aurez compris, DSK n'est pas candidat et c'est finalement Monsieur 3% qui arrive. Incroyable, qui arrive en tête des primaires ouvertes cette fois-ci, les premières primaires ouvertes du Parti Socialiste. Monsieur 3%, François Hollande, arrive en tête du premier tour et remporte les primaires et va affronter directement Nicolas Sarkozy pour les présidentielles en 2012. Bon, les sondages sont assez favorables à François Hollande. Il a perdu du poids pour être plus présidentiable, il faut le dire, mais même lui, dans sa stratégie, c'était plus que stratégique. Il fallait perdre du poids pour éviter d'être Monsieur Bonhomme et surtout Monsieur Petite Blague que tout le monde connaît, que tout le monde a connu, qu'on connaît encore d'ailleurs. Dans tous les cas, Nicolas Sarkozy et François Hollande s'affrontent indirectement. Il y a un candidat, surtout une candidate qui monte plutôt pas mal en 2012. Après 2007 où son père a fait une grosse bourde et a quand même fait une campagne minable, sa fille, appelée de son nom de naissance Marion Anne Perrine Le Pen, dit Marine Le Pen, est candidate pour le Front National en 2012. C'est pas vrai, elle s'appelle Marion. Elle s'appelle Marion Anne Perrine Le Pen. Oh là là. Et en fait, elle fait Marine Le Pen, c'est quand même plus simple, c'est plus facile à apprendre. Marion Anne Perrine, c'est trop long. C'est pas vendeur. Mais je crois qu'il me semble qu'à un moment, le Conseil constitutionnel l'avait retopé pour je sais plus quelle élection, parce que finalement, son état civil était pas bon. Donc il y avait un peu de mensonge sur la marchandise, quoi. Et qu'elle avait dit, non, Marine Le Pen, ça fait longtemps qu'on me connaît comme ça, c'est un nom d'usage finalement. Bref, ça c'est pour briller dans les dîners mondains.
Bon, en 2012 en tout cas, voilà, Hollande-Sarkozy, il y a la mère Le Pen, Marine Le Pen arrive, elle arrive quand même 3e, devant François Bayrou. Oh. Ouais, quand même. François Bayrou qui ne fera que 6%. Mais après, avec 6%, on peut très bien finir ministre de la Justice, hein, ou autre chose d'ailleurs. On verra bien d'ici quelques jours. Le deuxième tour, bah évidemment, hein, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Hollande arrive en tête au premier et deuxième tour. Le débat de l'entre-deux tours est évidemment marqué par cette tirade qui durera près de 3 minutes de François Hollande et son fameux « moi président ». François Hollande, quel président comptez-vous être ? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Bref, donc, débat de l'entre-deux tours avec son fameux « moi président », et François Hollande l'emporte avec 51% des voix, et la gauche revient au pouvoir, enfin, après François Mitterrand, François Hollande est élu président. Bon bah écoutez, voilà, bon pour 2017 vous savez très bien comment ça s'est terminé, je pense qu'on est tous un petit peu sevrés d'élections, surtout que là, vous venez de vous faire cire quand même pas mal de temps de... un bon bouquin d'histoire d'élections présidentielles, donc on va vous laisser là-dessus, débattez entre vous si vous voulez pour les élections de 2017. Mais maintenant, nous allons répondre à cette question centrale. Alors Dimitri, les élections, c'était mieux avant ? Bah, comment dire ? Bah, moi j'ai l'impression un peu que, en fait, les candidats qui se veuillent anti-système, qui revendiquent le changement, etc., au final, ils se retrouvent exactement dans les schémas qu'on avait 40 ans plus tôt, quoi. Donc, oui, voilà, oui. Finalement, est-ce que la politique n'est pas un éternel recommencement ? Voilà, si. Une boucle infernale dans laquelle on est enfermé Est-ce qu'il ne faudrait pas une petite révolution du peuple pour... Qu'est-ce que t'en penses, Quentin ? Une révolution, je sais pas, vous savez, après... qu'est-ce que t'as pensé, toi ? Est-ce que t'as pensé... Comment t'as trouvé ces élections de 2017 ? Par rapport à toutes celles qu'on a vécues, est-ce qu'elles changeaient plus qu'une autre ? Personnellement, j'ai envie de dire oui, mais parce que voilà, j'avais peut-être plus conscience. Après, c'est toujours la même chose, c'est vrai, le candidat jeune contre un candidat plus vieux, le candidat du renouveau, finalement, comme tu l'as souvent dit, tous leurs arguments de vente à chaque fois, c'était... moi, je suis candidat de la jeunesse ou du renouveau. L'emploi au cœur de la campagne, l'immigration au cœur de la campagne. Oui, c'est toujours les mêmes questions, finalement, c'est toujours les mêmes débats, on trouve jamais la bonne réponse. Et après, c'est vrai que dans cette élection, il y avait quand même l'euro qui était un peu central, l'Union européenne, qui est un peu un débat nouveau. Là, oui, c'est vrai que cette fois-ci, oui, parce que voilà, c'est sûr que par rapport à 65 à 95 même, l'euro et l'Europe, on se posait pas trop la question. Bon, 95 à la rigueur, mais c'était pas une question centrale. L'Europe n'avait pas encore l'importance qu'elle a dans notre vie politique. Donc, dire que voilà, 2017, même 2012, il y avait déjà la question de la sortie de l'euro. Enfin, le Front National voulait déjà sortir de l'euro et de l'Europe, l'Union européenne. Bon, voilà, 2017, par rapport aux autres, c'est finalement, on va dire qu'elles étaient décevantes dans le sens où, peut-être que pour beaucoup, le candidat qui l'a emporté, c'était pas forcément le candidat que tout le monde voulait. Ça a été un choix par défaut. En même temps, quand tu vois aussi les résultats, au final, oui, après, voilà, les gens... 4 premiers étaient tellement coude à coude que c'est difficile de savoir quel candidat la France souhaitait, quoi. Je pense que... Oui, exactement. Et puis, il faut dire, oui. Oui, et puis bon, il y avait quand même aussi pas mal d'affaires. Encore une fois, des affaires... encore une fois, tu vois, c'est quelque chose qu'on retrouve c'est des choses qu'on retrouve à chaque fois, oui. C'est pas une surprise. On est surpris, mais c'est qu'on se berce d'illusions en se disant que la prochaine, ça sera la bonne. Bon, faut espérer que cette fois-ci, c'était presque la bonne, mais... Voilà, les élections, c'est toujours la même chose, finalement, ça se répète. Les candidats changent. Pour la petite histoire, il y a eu 45 hommes différents et 12 femmes différentes pour toutes les élections de la 5e République. On sent encore que les femmes... Il y a encore, voilà. Ouais. C'était là, on aimerait voir plus de pas femmes forcément mieux avant. On en manque, bien sûr, on en manque. Mais voilà, bon, heureusement, c'est vrai que là, 2007 et 2017, 2 femmes, enfin, il y a une femme à chaque fois au second tour. Peut-être que, comment dire,
Peut-être que l'avenir de la France se tourne vers la femme. Hein. Je pense que... On va peut-être connaître des demains plus radieux. Sur ce, c'est terminé pour ce tout premier épisode de C'était mieux avant. J'espère qu'on vous a diverti, que vous vous êtes amusé et que vous avez appris des choses, je ne sais pas. Je l'espère en tout cas. Nous, on s'est bien amusé à la préparer et à enregistrer. Ça fait bien plaisir d'avoir enregistré cette émission avec toi. On l'a enfin fait. Ouais, enfin. C'était long à faire, mais c'était vraiment sympathique. Et vous en faites pas, il y en aura d'autres, même si vous ne nous écoutez pas. Il y en aura d'autres quand même, parce qu'on apprécie le faire. C'est clair. Donc je vous invite évidemment à aller sur le site de Radio Wilson et sur les pages Facebook, Twitter et je crois que c'est tout. De toute façon, si vous écoutez ça, c'est que vous avez certainement trouvé une d'entre elles. Vous les avez trouvées de toute manière. N'hésitez pas à venir à Toulouse et baladez-vous à Toulouse. La place Wilson est une très belle place. Bref, n'hésitez pas à le partager, à le réécouter. À bientôt. Salut à tous. Si je peux dire un dernier truc, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Nous, on sera ravis de vous accueillir. À bras ouverts. À bras ouverts. Ça, oui, on vous accueille. Et bon, écoutez, bonne soirée. Bonne journée à tous qui nous écoutez dans le métro, dans le train, dans le tram, dans le bus. À bientôt tout le monde, salut.